Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 22 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Matthew Ho, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Matt. Salut Nima. Matt, laisse-moi commencer par ce qui s'est passé. C'était vraiment étrange hier. Donald Trump a annoncé tout seul un cessez-le-feu, puis il a dit que ce serait un cessez-le-feu à durée indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que jusqu'à présent, on n'a rien entendu à ce sujet de la part des responsables iraniens. Oui, je suppose qu'on ne devrait pas être surpris qu'il ait fait quelque chose comme ça. Il repousse sans arrêt les échéances, tout le temps. Aucune des règles, des cadres auxquels toi, moi ou n'importe qui de raisonnable ou de responsable se tiendrait, Donald Trump ne les respecte. Pour lui, c'est toujours un peu au hasard. Il change d'avis, il fait autre chose, il fait comme s'il n'avait jamais rien dit avant. C'est juste une partie de la psychopathie avec laquelle on doit composer, avec cet homme à la tête des États-Unis. C'est extrêmement inquiétant. Mais dans ce cas précis, il n'a pas eu besoin d'y aller. Il n'a pas ressenti le besoin de relancer la guerre. Et ça, en fait, c'est une bonne chose. C'est formidable. Personne n'est encore mort. Enfin, je veux dire, c'est déjà pas mal. Mais en face de ça, il y a cet homme, un homme qui ne tient à rien, qui ne respecte rien. Donc on a ces deux aspects. Quelqu'un capable de changer d'avis, mais aussi quelqu'un pour qui rien n'a vraiment de sens. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. Mais pour ce que ça veut dire pour la suite, je pense que, c'est difficile parce que, comme disait Yogi Berra, faire des prévisions, c'est compliqué, surtout quand ça concerne l'avenir. Et quand il s'agit de Donald Trump, c'est quasiment impossible. Mais je pense que ce qu'on voit là, c'est une sorte de modus vivendi, un accord tacite, en quelque sorte. Peut-être qu'ils en ont parlé, mais à mon avis, c'est plutôt un accord non dit. Donald Trump peut déclarer la victoire, sous la forme qu'il veut. Les États-Unis trouvent un moyen de se retirer de cette guerre tout en sauvant la face. Les Iraniens, et j'imagine les Israéliens aussi, obtiennent le sud du Liban. Les Iraniens, eux, obtiennent un allègement des sanctions, sous la forme du contrôle du détroit d'Ormuz. Vous savez, JP Morgan a fait une estimation il y a 1 ou 2 semaines. Ils ont calculé que ce contrôle du détroit d'Ormuz, et si l'Iran applique le péage comme ils l'ont annoncé, ce péage serait $1 par baril de pétrole. Ça va rapporter aux Iraniens entre 70 et 90 milliards de dollars par an. C'est environ 25 à 30% de leur PIB. Donc je pense que ce qu'on va voir, c'est une sorte de modus vivendi, un arrangement tacite où tout le monde continue comme avant. Il y aura parfois des accès de violence, chacun pourra proclamer sa victoire, c'est ce que tous recherchent, et on poursuivra ainsi jusqu'à la prochaine crise. Pour les Américains, ça ressemble aux sanctions. Enfin, à la politique d'endiguement de l'Irak en 1990. Il y a toujours cet espoir d'un changement de régime, d'un soulèvement sectaire. Les Kurdes qui descendraient des montagnes pour prendre Téhéran, ou peu importe leur rêve fiévreux. Quant aux Israéliens, comme je l'ai dit, ils obtiennent la conquête du Liban. Mais vous savez, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans une sorte d'immobilisme. C'est encore une fois, jusqu'à la prochaine crise. Excusez-moi, mais tant qu'il n'y a pas de nouvelle crise, c'est la situation qu'on a. Et c'est là le danger. Quand aura lieu la prochaine crise? Dans 4 semaines? 4 mois? 1 an? 3 ans? Tant que les prochains dirigeants américains et israéliens estimeront que le statu quo, que ce modus vivendi, leur convient encore. Je pense que ça restera comme ça. Mais encore une fois, qui peut le savoir? Qui sait ce qui va se passer? J'aimerais pouvoir être un peu plus sûr que ça. Mais avec Donald Trump. C'est trop difficile de comprendre ce qui se passe. Parce que tu vois,
il a annoncé un cessez-le-feu sans limite de durée. Ensuite, on a appris, d'après la chaîne israélienne Channel 12, que ce serait jusqu'à dimanche, ou entre 3 et 5 jours. Et là, certains ont commencé à dire que le porte-avions George H.W. Bush arriverait justement dans 3 à 5 jours. Donc selon eux, c'est pour ça qu'ils parlent de 5 jours. Et puis aujourd'hui, la Maison-Blanche affirme qu'il n'a fixé aucun délai pour le cessez-le-feu. Aucun délai, ni 3 ni 5 jours. C'est juste absurde. Il n'a rien dit de tel. Et alors Matt, il y a eu un reportage sur CNN qui montrait que les États-Unis commencent à manquer de missiles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Donald Trump essaie, d'une certaine manière, de maintenir ce cessez-le-feu. Voici ce qui a été rapporté sur CNN. D'après cette nouvelle étude du Centre d'études stratégiques et internationales, leurs conclusions ont été confirmées par 3 sources proches des évaluations récentes du Pentagone sur les stocks américains. Les États-Unis sont dangereusement à court de certaines munitions essentielles, celles qui seraient nécessaires pour affronter à court terme un adversaire de niveau comparable, comme la Chine, par exemple. Donc, même si les États-Unis disposent encore de suffisamment de munitions pour continuer à bombarder l'Iran, si jamais le cessez-le-feu fragile venait à s'effondrer, en revanche, s'ils devaient faire face à un adversaire comme la Chine ou la Russie, cela pourrait poser de sérieux problèmes pour les États-Unis. Alors, pour vous donner un exemple de l'ampleur de l'épuisement du stock américain au cours des 7 dernières semaines et demie de guerre contre l'Iran. D'après cette évaluation et les sources avec lesquelles nous avons parlé, l'armée américaine a utilisé au moins 45% de son stock de missiles de frappe de précision, au moins la moitié de son inventaire de missiles THAAD, conçus pour intercepter les missiles balistiques, et près de 50% de son stock de missiles intercepteurs Patriot, qui sont, bien sûr, des munitions de défense aérienne essentielles. L'armée américaine a aussi utilisé environ 30% de son stock de missiles Tomahawk, ces munitions à longue portée qui sont essentielles pour frapper des cibles éloignées. Elle a également consommé plus de 20% de son stock de missiles de croisière à longue portée, les Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, ainsi qu'environ 20% de ses missiles SM-3 et SM-6. C'est important parce que ces munitions mettent du temps à être remplacées. D'après nos sources et cette analyse, il faudrait entre 1 et 6 ans pour reconstituer une grande partie de ces stocks. Et donc, c'est un vrai problème dont il faut... Tu vois bien ce que je verrai, tout compte ça. C'est toi que ça, Matthew. Eh bien, et c'est justement ça. C'est pour ça que je regardais sur mon téléphone. Je ne me souvenais plus de la source. Mais il y a quelques jours, le New York Times a rapporté que le Pentagone avait indiqué que les Iraniens disposaient encore de 70% de leur flotte de missiles, de 60% de leurs lanceurs et de 40% de leur flotte de drones. Et on sait à quelle vitesse, surtout pour les drones, ils peuvent en produire. Alors, combien de drones les Iraniens ont-ils fabriqués au cours des 2 dernières semaines et au cours des 6 dernières semaines? Leur capacité à se réapprovisionner, à maintenir leur potentiel de tir de drone reste donc bien réelle. En gros, après les 2 premiers jours, les Iraniens tiraient en moyenne environ 110 missiles et drones par jour, je crois. Et franchement, je pense qu'ils peuvent continuer comme ça indéfiniment. C'est ça, la réponse à la question de savoir combien de temps ils peuvent tenir ce rythme. Et puisque CNN vient de rapporter là, c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas diffusé si l'appareil de sécurité nationale des États-Unis n'avait pas voulu que ce soit dit. Pour moi, c'est le point le plus important de ce reportage, parce qu'on le sait tous. On le savait avant la guerre. Toi et moi, on en parlait déjà. Toi et tous tes invités en parlaient aussi.
J'avais même écrit un article là-dessus en février. Si j'en avais parlé avant que tout ça n'éclate, c'est bien que c'était évident pour tout le monde. Oui, voilà. C'est pas une surprise pour nous. Mais ce qui est important, c'est que CNN ait pu en parler seulement 2 jours après que le New York Times ait été autorisé à évoquer le nombre de missiles et de drones que possèdent les Iraniens. Parce qu'il faut se souvenir que pendant la majeure partie de cette guerre de 6 ou 7 semaines, le récit dominant, c'était à quel point les attaques américaines et israéliennes avaient été dévastatrices pour l'armée iranienne. On disait que les flottes de missiles, les flottes de drones, les lanceurs, les sites de production, tout ça était littéralement anéanti par les Américains et les Israéliens. Et qu'ils avaient, enfin, quel était le chiffre déjà? Qu'ils avaient réduit la flotte de missiles et de drones de 92%. C'est ce qu'ils répétaient sans arrêt. Puis c'est devenu 80%. Et ensuite 70%. Et maintenant, non. On dirait que vous avez réduit leur flotte de missiles d'environ 30%. Et presque tous ont été détruits parce que les Iraniens les ont utilisés contre vous. C'est ça, l'importance de cette information. Elle est dite à voix haute, ouvertement, très clairement, par les grands médias américains, 2 des plus proches, sinon les plus proches, de l'appareil de sécurité nationale, CNN et le New York Times. Donc, c'est une preuve de plus de ce qui a déjà été dit. Ce cessez-le-feu a eu lieu parce que, eh bien, la guerre ne se passait pas bien, mais aussi parce que les Américains et les Israéliens avaient besoin de se rééquiper, de se réorganiser, de se réapprovisionner, de faire tourner les troupes et de passer à une autre forme de cette campagne, une autre phase de cette guerre. Contrairement à la précédente, parce que la phase précédente, 6 semaines, n'était pas tenable. C'était intenable. Les Américains et les Israéliens allaient forcément finir par manquer de missiles pour intercepter ceux de l'Iran ainsi que les drones. Donc je pense que ça donne plus de poids à cette idée de ce qui vient ensuite à une sorte de modus vivendi qui inclut quand même de la violence, avec des moments où le soi-disant cessez-le-feu est violé. Pas du tout au niveau de ce qu'on a vu à Gaza ou au Liban, mais juste assez pour que les responsables américains et israéliens puissent montrer à leur opinion qu'ils réagissent, sans que les Iraniens, eux, estiment devoir répondre d'une manière qui rallumerait toute la guerre. Donc je pense que c'est là où on en est, et c'est la direction que ça prend. Peut-être que, enfin, on verra bien comment les choses évoluent. Matt, je pense que ce qui se passe, au-delà de ce qui se joue entre l'Iran et les États-Unis, c'est surtout ce qui se passe entre le Liban et Israël, qui est particulièrement important. Parce que, d'une certaine manière, c'est assez étrange de voir la situation actuelle. On avait un cessez-le-feu entre le Liban et Israël depuis 2024, tu t'en souviens. Et à ce moment-là, Israël attaquait le Liban, mais le Hezbollah ne répondait pas. Et maintenant, ce qui se passe est assez surprenant. Le Hezbollah attaque de nouveau et répond à Israël. Tous ces points de rassemblement proches de la frontière libanaise, ils ont été attaqués hier et aujourd'hui. On a des roquettes qui partent vers Israël et ils ne se retiennent plus. Il y a ce cessez-le-feu, mais honnêtement, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Parce que les 2 camps s'attaquent mutuellement, pas de façon massive, mais ils s'attaquent quand même. Cela dit, on a vu une sorte de baisse des frappes israéliennes, par exemple sur Beyrouth ou d'autres zones. Et la plupart du temps, ils poursuivent surtout des opérations d'assassinat ciblées. Et pourtant, on ne voit pas vraiment d'escalade, alors que les 2 camps continuent à se frapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faut-il comprendre ça? D'abord, le cessez-le-feu concernait Israël et le Liban, pas Israël et le Hezbollah. Son but, c'était de permettre la mise en place d'un cessez-le-feu plus large entre les États-Unis
Israël et l'Iran. C'est l'un des points de blocage. À mon avis, ce qu'on va voir, c'est une forme d'engagement. J'hésite à employer ce mot parce que je m'apprêtais à dire engagement. Et les Israéliens, la seule chose à laquelle ils s'engagent, c'est au meurtre de masse. Mais disons que les Israéliens vont limiter leurs attaques en dehors du sud du Liban. Ils ne frapperont pas, comme vous le disiez, les zones de Beyrouth ou la vallée de la Bekaa, ce genre d'endroits. Et ils vont vraiment contenir leur militarisme, leurs attaques, à la zone située au sud du fleuve Litani, et plus encore à leur fameuse ligne jaune. Et si certains n'ont pas suivi cette histoire, les Israéliens ont instauré une ligne jaune, comme ils l'avaient fait à Gaza, pour délimiter cette partie du sud du Liban comme un territoire sous contrôle israélien. Ils y ont une présence solide et ils l'ont même renforcée avec de nouvelles bases qui s'y installent. Les Israéliens ont détruit tous les ponts au-dessus du Litani, isolant pratiquement le sud du Liban du reste du pays. En fait, techniquement, les Israéliens contrôlent aujourd'hui une plus grande partie du Liban, en proportion que les Russes n'en contrôlent de l'Ukraine. En gros, les Israéliens ont dit aux Libanais, « Vous ne pouvez pas revenir, surtout si vous êtes chiite. » Donc ce qui va se passer, c'est que dans cette zone au sud de la ligne jaune, ce sera, je pense, Israël à proprement parler, Israël de facto. Il y aura une présence militaire israélienne au sol. Au nord de cette ligne, jusqu'au fleuve Litani, je pense que les Israéliens vont créer une sorte de zone tampon, une zone interdite. Ils n'ont pas besoin d'y mettre des troupes, ils peuvent la contrôler avec des drones. Et ce sera la même chose que ce qu'on a vu à Gaza. Tout ce qui bouge sera abattu. Donc, entre le fait de faire sauter tous les ponts sur le Litani, de faire comprendre clairement aux Libanais qu'ils ne sont pas les bienvenus pour revenir, et de mettre des drones dans le ciel là-bas pour abattre tout ce qui bouge, cette partie du sud du Liban, au sud du fleuve, au nord de la ligne jaune, sera en gros vidée de sa population. Et je pense que c'est ça que les Israéliens considèrent comme leur victoire dans cette guerre. Maintenant, qu'est-ce que le Hezbollah va faire face à ça? Le Hezbollah ne va pas tolérer une telle situation. Vous avez vu la patience stratégique incroyable que le Hezbollah a montrée pendant le cessez-le-feu de 2024-2025, entre guillemets bien sûr, avec Israël. Le Hezbollah s'est retenu. Il a attendu que la guerre plus large entre les États-Unis et l'Iran commence, et il n'a pas mordu à l'hameçon tendu par les Israéliens. Donc, le Hezbollah a eu la patience, la maturité et la sagesse d'accepter ces attaques. Je n'ai pas envie de les appeler des attaques mineures, parce que les Israéliens les menaient tous les jours, et ils ont tué des centaines de personnes, dont quelques centaines de civils. Mais le Hezbollah savait que s'il répondait de la même manière, ça donnerait aux Israéliens exactement ce qu'ils cherchaient pour relancer la guerre et reprendre l'offensive. Donc oui, la patience du Hezbollah, le fait d'avoir retenu sa riposte, c'est remarquable. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire à partir de là. J'ai du mal à imaginer qu'ils laissent cette violation sans réponse. Et la vraie question, c'est que vont faire les Iraniens? L'idée que les Iraniens puissent contrôler le détroit d'Ormuz, obtenir un allègement des sanctions à ce point et provoquer autant de tensions et de pression, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier. Est-ce que cela leur permet, d'une part, de bénéficier de cet allègement, de retrouver une certaine souveraineté, de relancer un peu leur économie, tout en créant cette tension politique et économique à l'échelle régionale et mondiale? Est-ce que ça établit la dissuasion qu'ils recherchent? Et puis, est-ce que le fait de laisser Israël occuper le sud du Liban, c'est quelque chose qui serait prêt à accepter pour permettre à cette stratégie d'avancer? Franchement, je n'en sais rien. J'aimerais penser que non, qu'ils ne vont pas les laisser faire et qu'ils vont tout balayer. Mais ça ne semble pas très logique non plus.
Donc tu vois, Nima, on a beaucoup de questions ici sur ce qui va se passer. On peut faire beaucoup de prédictions, beaucoup de spéculations, et on essaye simplement de faire de notre mieux pour comprendre qui sont les acteurs en jeu et ce qu'ils ont fait par le passé, tu vois? Le meilleur indicateur du comportement futur, c'est le comportement passé. Pour les Israéliens, c'est assez facile à comprendre. Pour les Américains, c'est plus compliqué. Et pour les Iraniens, je pense que c'est aussi difficile à ce stade de savoir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont accepter le statu quo actuel dans le Golfe Persique ou bien poursuivre l'occupation du Liban? J'imagine qu'ils ont un débat assez intense sur cette question à Téhéran. Je pense qu'aujourd'hui, le dernier tweet du président du Parlement iranien est assez clair. Il a dit qu'en ce qui concerne le Liban, il ne compte pas reculer. Et il a ajouté qu'il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu tant qu'il y a ce blocus. Il a bien insisté là-dessus, sur le blocus et sur la question du Liban. Et je crois que la situation devient de plus en plus tendue. Si on regarde ce qui s'est passé avec Donald Trump, on a eu ce navire commercial iranien détruit, pris sous le contrôle des États-Unis dans la mer d'Arabie. Et aujourd'hui, il y a eu deux pétroliers iraniens. Certains disent qu'ils viennent de Grèce, mais les Iraniens affirment qu'ils sont liés à Israël. C'est pour ça qu'ils réagissent ainsi. Et c'est ce jeu-là, ce bras de fer, qui est en train de se dérouler en ce moment. Je ne sais pas combien de temps les États-Unis comptent attendre, parce que le cessez-le-feu n'a pas vraiment de sens pour les Iraniens. C'est pour ça, je pense, qu'ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Si vous avez un blocus, si le détroit d'Ormuz est bloqué, un blocus imposé par les États-Unis, et que tout le monde essaye, vous savez, d'empêcher les navires d'entrer ou de sortir. L'Iran empêche les Émirats arabes unis et d'autres pays de recevoir quoi que ce soit de l'extérieur. La situation devient vraiment critique pour la région. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont une idée en tête? Est-ce que quelqu'un pose la question à Donald Trump sur ce qu'il veut faire? Peut-être une stratégie à court terme ou à long terme? Est-ce qu'on voit quelque chose de ce genre, selon vous? Je veux dire, il y a la stratégie de sécurité nationale qu'ils ont publiée à la fin de l'année, à la fin de 2025, qui exposait... Pardon, le facteur d'en face vient juste de rentrer dans une poubelle. Désolé, c'était assez incroyable. Bref, excusez-moi. Donc, cette stratégie de sécurité nationale présentait, disons, une approche plutôt raisonnable du monde multipolaire. Ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel toi ou moi on serait d'accord, mais il y a un raisonnement derrière. Ils défendent l'idée que c'est comme ça qu'on va recalibrer l'Empire américain, qu'on va le recentrer ou l'ancrer sur l'hémisphère occidental. On se rend compte qu'on est allé trop loin. On réalise à quel point toutes nos anciennes aventures militaires à l'étranger nous ont épuisés, encore et encore. Et puis, ils font ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment cet état d'esprit au sein de l'administration. Je ne sais pas combien de niveaux il faut descendre pour le trouver, ni qui sont les hommes et les femmes qui ont rédigé cette stratégie de sécurité nationale. Mais il y a bien cette prise de conscience. Si l'Empire américain ne veut pas seulement rivaliser dans un monde multipolaire, comme un acteur parmi d'autres, mais qu'il veut dominer, alors il doit se réajuster, il doit se réinventer, il doit se transformer. Et bien sûr, ils refont exactement ce qu'ils ont fait tout au long du XXe siècle, encore et encore. C'est pour ça que j'aime décrire cette guerre comme une guerre entre le XXe et le XXIe siècle. Une guerre entre l'ancien ordre impérial américain, ce qu'on appelait le siècle américain, et le XXIe siècle. Mais pour Donald Trump et les hommes et les femmes qui l'entourent, tout tourne autour du récit, de l'image, de la mise en scène.
Je dirais d'ailleurs la même chose des démocrates. Alors, est-ce que c'est suffisant pour les deux camps de faire chacun un petit pas, juste assez pour que l'autre puisse avoir ses moments de pouvoir, de visibilité, de gloire, en quelque sorte? Diffuser des vidéos montrant des marines américains s'emparant d'un cargo iranien, c'est une chose. Mais selon le Financial Times, dans les dernières 24 heures, 34 navires auraient échappé au blocus américain. Les Américains, eux, en ont saisi 2. Alors, est-ce que c'est ça, le calcul des deux côtés, Iraniens et Américains? Les Iraniens disent, sur 36 navires, l'un de ceux que les Américains ont pris, le deuxième, se trouvait à environ 650 km au sud-est du Sri Lanka. Autrement dit, même pas vraiment dans la zone d'opération. C'est très loin. Mais pour les Iraniens, le raisonnement est simple. Sur 36 navires, ils en prennent 2. Pour eux, c'est acceptable. Ils estiment qu'ils s'en sortent très bien, à la fois pour leurs exportations et pour ce système de péage. Pour eux, ça suffit. Et les Américains disent, vous savez quoi, en prendre 2, ça nous suffit, parce qu'on pourra le montrer aux infos du matin et du soir. Les chaînes américaines ne vont pas vraiment couvrir tout ça, ou alors elles vont à peine mentionner que tous les autres navires passent sans problème. Donc, est-ce que c'est ça, la logique ici, que ce qui se passe est une histoire suffisamment bonne pour que les deux camps puissent s'en contenter? Et puis, cette question du Liban, elle me reste en tête. Qu'est-ce que les Iraniens vont faire à ce sujet? Mais pour l'administration Trump, j'ai l'impression que c'est surtout cette envie de s'en sortir, de sauver la face, de trouver un moyen d'en tirer un avantage politique et de permettre à Donald Trump de publier des messages triomphants sur Truth Social, n'est-ce pas? Je veux dire, je pense que c'est bien ça qu'on regarde. Vous savez, est-ce que ça suffit pour que les Israéliens lâchent un peu la pression sur les Américains? Ce n'est pas suffisant pour corriger les conséquences économiques, parce qu'on va continuer à subir cette inflation liée à l'énergie pendant plusieurs mois, et elle pourrait durer jusqu'aux élections de mi-mandat au Congrès, voire jusqu'à la présidentielle aux États-Unis. Et la possibilité d'une récession, surtout avec certains indicateurs économiques américains de ces derniers mois, oui, elle est toujours là. Mais est-ce qu'il est trop tard maintenant? Vous avez mené cette guerre, vous avez fait votre choix, et maintenant, il faut en assumer les conséquences. Je pense qu'ils espèrent que non. Mais bon, on verra. Matt, il y a eu un article dans le New York Times sur la façon dont cette guerre a commencé. Il montre le rôle important de Benjamin Netanyahou et comment il est entré dans la salle et a complètement changé l'atmosphère. Et à la fin, Donald Trump a dit « Donald Trump, ça me va », confirmant ce que Benjamin Netanyahou demandait. On a demandé à John Kerry comment il interprétait cet article du New York Times. Il a répondu que ce type était toujours là et qu'à chaque fois, il réclamait cette attaque. Et Donald Trump a simplement accepté l'idée et suivi le plan israélien. Quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, la question c'est quand est-ce que ça sera suffisant pour, je ne sais pas, pour la direction du Knicks? À quel moment vont-ils dire c'est bon, c'est fini? Est-ce que Benjamin Netanyahou va le dire? Le Parti républicain. Non, il ne le fera pas. Je veux dire, ils sont tellement liés au courant sioniste chrétien. C'est une part essentielle de leur base électorale évangélique, donc ils ne bougeront pas. Et puis, il faut dire que beaucoup de républicains y croient vraiment. C'est justement là qu'il faut faire attention. Ne pas penser que c'est seulement parce qu'AIPAC, le lobby pro-israélien, verse des millions et des millions de dollars à ces hommes et ces femmes. Tu sais, Mike Johnson, le président de la Chambre, a reçu environ 650 000 $ du lobby pro-israélien pendant la campagne 2024. Le fait qu'il ait touché cet argent
ne veut pas forcément dire qu'il penserait autrement sans ça. Johnson est arrivé là où il est parce qu'il croit vraiment en Israël. L'argent, c'est surtout pour s'assurer qu'il réussisse. Et aussi pour montrer que, comme il est président de la Chambre et tout le reste, c'est un peu comme un honoraire. Mais c'est aussi une façon de lui rappeler que cet argent pourrait aller ailleurs, qu'il pourrait le perdre, tu vois? Donc il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de gens à Washington qui croient sincèrement en Israël. Ce n'est pas seulement l'argent qui les pousse à voter comme ils le font. Et c'est justement parce qu'ils occupent ces postes-là. On n'arrive pas à ce niveau sans déjà partager cette conviction. Tu vois, à propos d'Israël. On n'obtient pas ces postes-là si on ne croit pas aux contes de fées du capitalisme non plus. Voilà. Ou si on ne croit pas, enfin peu importe le cliché, le mythe ou l'histoire sur laquelle ton parti est construit. Donc, je pense que tu sais, pour le Parti démocrate, on l'a vu dans les sondages, surtout, disons, la semaine dernière, dans l'ensemble, à part les républicains âgés, la plupart des Américains sont opposés au soutien des États-Unis à Israël, y compris beaucoup de républicains, surtout les plus jeunes. Dans le Parti démocrate, je ne dirais pas que c'est universel, mais c'est une très large majorité dans certains groupes démographiques. Et pourtant, on voit que la direction du Parti démocrate est complètement déconnectée des préoccupations, des besoins et des opinions de sa base, de ses électeurs, de ses membres. Je veux dire, prenons Chuck Schumer, par exemple. Tu as eu plus de discussions ces derniers jours, mais jusqu'à récemment, même des progressistes comme Alexandria Ocasio-Cortez ou même Bernie Sanders, la façon dont ils parlaient de Gaza, ou quand ils évoquaient l'aide à Israël, ils parlaient d'armes défensives. Donc on voit bien que même chez les progressistes du Parti démocrate, c'est pareil. Je peux te dire qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Mais ils savent qu'ils doivent le formuler comme ça. Ils doivent se protéger politiquement. Alors je pense que pendant encore de nombreuses années, tu auras cette direction du parti qui croit vraiment en Israël. C'est tout ce qu'ils ont toujours connu. C'est tout ce qu'ils ont toujours entendu. C'est un peu ça. Une politique qui met Israël avant tout. Pour eux, ça a autant de sens que l'exceptionnalisme américain ou le système de santé à but lucratif ou tout autre principe qu'ils considèrent comme une sorte d'article de foi. Donc, ça existe et ça va rester comme ça encore des années. Peut-être que dans 5 ans, ou plutôt 10, on verra une direction du Parti démocrate prête à prendre ses distances avec Israël. Mais le Parti républicain, lui, ne le fera pas. Et à ce moment-là, ce sera un vrai sujet culturel, ce qui, d'une certaine manière, est déjà le cas. Simplement, la démocratie n'a pas encore clairement tracé la ligne de séparation entre les deux partis. Israël va donc devenir aux États-Unis un enjeu culturel parmi ceux qui distinguent les partis. Voilà, je pense qu'on en est là pour l'instant. Et à mon avis, les Israéliens n'ont pas à s'inquiéter de perdre un soutien politique réel aux États-Unis. Ils ont clairement perdu le soutien politique du public américain. Mais le public américain a très peu d'influence sur les politiques, les décisions ou l'élaboration du budget du gouvernement des États-Unis. Mais dans 5 ou 10 ans, oui, on pourrait voir un parti démocrate qui aurait pris ses distances avec Israël. Et là, ça deviendrait un vrai sujet de confrontation entre républicains et démocrates. Mais les Israéliens, eux, ne vont nulle part. Benjamin Netanyahou est là depuis aussi longtemps que je m'intéresse à tout ça. S'il y a bien une chose qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est constant. Vous savez, il y a ces histoires célèbres de Bill Clinton le rencontrant pour la première fois. Et Clinton aurait dit quelque chose comme « Mais pour qui se prend ce type à venir ici me parler comme ça? C'est moi le président des États-Unis. » Je crois que Netanyahou est allé dans le bureau ovale et a dit à Bill Clinton comment les choses allaient se passer. Et c'est un peu la même histoire ensuite. Apparemment, c'était Sarkozy qui parlait à Obama et Sarkozy se plaignait de Netanyahou. Et sur un micro resté ouvert,
Obama a été entendu dire « Tu crois que c'est difficile pour toi? Moi, je dois gérer ce type tous les jours. » Donc s'il y a bien une chose à dire sur Netanyahou, c'est qu'il est constant. Voilà, mais oui, je pense que c'est là qu'on en est politiquement. C'est un sujet qui va de plus en plus marquer la différence entre les démocrates et les républicains. Et puis qui sait, en 2036, ce sera peut-être le moment où les démocrates feront vraiment une rupture nette, avec un programme qui dira « plus d'argent pour Israël » et ainsi de suite. No more money to Israel, et cetera, et cetera. Je pense qu'il a atteint le sommet du soutien des États-Unis avec l'administration Trump. Il l'avait déjà avec l'administration Biden, quand on regarde ce qui s'est passé à Gaza et le soutien que l'administration Biden lui a apporté. Et maintenant, avec l'administration Trump, il atteint vraiment le point culminant de ce soutien, même avec la guerre contre l'Iran. Et puis je pense qu'on va voir, si on regarde les sondages en ce moment, c'est incroyable de voir à quel point tout s'effondre sous nos yeux, en termes de soutien et de la manière dont le peuple américain perçoit Israël aujourd'hui. Et cela résume tout le parcours de Benjamin Netanyahou. Si on regarde les dernières décennies, comment il a commencé, comment il en est arrivé là, jusqu'à obtenir la guerre qu'il cherchait depuis si longtemps. Et maintenant, tout est en train de s'écrouler. Cette réalité, selon vous, est-elle perçue par les Israéliens? Oui, alors, laissez-moi d'abord préciser ce que j'ai voulu dire à propos de l'histoire culturelle aux États-Unis. Elle tourne autour des partis politiques. Et c'est surtout que le Parti démocrate voit aujourd'hui Israël comme une forme de Trumpisme ou comme un vestige de l'ancien Parti démocrate, celui de Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton. Donc, à mesure que le Parti démocrate perd cette ancienne peau et devient un nouveau parti, ce qui est déjà en cours, même si ça prendra du temps, il restera sous l'influence de ses donateurs. Mais, voilà, c'est ça que je veux dire par culturel. Il y aura une différence culturelle. Je pense que les Israéliens l'ont bien compris. Ils ont d'ailleurs été clairement inquiets face au large soutien aux Palestiniens qu'on a vu aux États-Unis et face au retournement de l'opinion sur Israël. Les chiffres des sondages ne leur sont pas cachés. Ils le savent très bien. On a vu comment ils ont réagi, en mettant la pression sur les médias, sur les universités, sur les responsables politiques. Non? Je veux dire, on a vu la censure qui a eu lieu aux États-Unis. Les accusations d'antisémitisme utilisées pour essayer de faire taire les gens, pour les censurer. Ils ont tout fait. Ils ont tout utilisé. Ils ont tout épuisé. Et maintenant, les voilà, n'est-ce pas? Je veux dire, ce qu'ils faisaient était complètement vide. C'était superficiel, creux, sans aucune base. Alors forcément, ça s'est effondré, non? Ça n'a eu aucun impact, absolument aucun. En fait, ça a sans doute énervé les gens à cause de toute cette hypocrisie, de cette superficialité, de ce ridicule. Ça a probablement poussé plus de monde à se retourner contre eux que s'ils n'avaient rien dit du tout à propos des manifestations, des vidéos sur TikTok ou des quelques politiciens qui ont eu le courage de dire quelque chose. On a vu comment ils se sont mobilisés. On a vu comment ils ont racheté TikTok, comment ils ont pris le contrôle de CBS News, comment ils ont fait taire la liberté d'expression dans les universités. Vous savez, l'Université de New York, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais NYU, cette année, n'aura pas d'orateur pour la cérémonie de remise des diplômes. Cette année, il n'y aura pas d'étudiant diplômé qui prononcera le discours de fin d'études à la cérémonie de remise des diplômes de NYU. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que cet étudiant dise quelque chose sur la Palestine. Et je suis sûr qu'il y a d'autres universités qui font la même chose, non? Enfin, vous avez vu ça. Vous avez vu la censure et les biais dans les médias. Quand on regarde tout ça, on a l'impression d'assister à un sketch de Saturday Night Live. Tellement certaines choses dites sur CNN étaient absurdes. Ce que Jake Tapper ou Dana Bash disaient sur CNN à défendre Israël tout en diabolisant les Palestiniens.
Ils ont tout fait. Ils ont tout utilisé. Et regardez où ça les a menés, non? Encore une fois, quand on regarde les sondages, on voit que les Américains, à part les plus âgés dans le Parti républicain, en gros, soutiennent la Palestine, pas Israël. Les Israéliens le savent très bien, mais ils savent aussi que le système américain est protégé par l'argent et qu'ils ont du temps devant eux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans ce calendrier, il faudra attendre 4 ou 5 ans, peut-être même 10 ans, avant de voir un vrai changement dans la politique américaine envers Israël, si tout reste comme aujourd'hui. Et je pense que du côté du Comité national démocrate, on se dit que les Américains sont changeants. La politique étrangère, ce n'est pas un sujet sur lequel les gens votent. En gros, ce sont surtout les jeunes qui s'y intéressent, mais ils vont finir par passer à autre chose. Donc ce ne sera plus un sujet d'inquiétude, n'est-ce pas? Je crois que c'est tout ce raisonnement, toutes ces justifications qui circulent au sein du DNC. Et souvenez-vous, le DNC, eh bien, on avait des sondages qui montraient que si Kamala Harris avait déclaré qu'elle n'enverrait pas d'armes à Israël, elle aurait gagné l'élection. L'Institut pour la compréhension du Moyen-Orient, entre autres, a réalisé des sondages qui ont montré qu'elle avait perdu en gros des millions de voix à cause de son soutien indéfectible à Israël. Et le Parti démocrate a dit « On préfère préserver notre relation avec Israël plutôt que de gagner l'élection de 2024. » Alors, on en vient à d'autres aspects de tout ça. On en a déjà parlé, du fait que le Parti démocrate avait en quelque sorte déjà tiré un trait sur 2024. Il voulait simplement profiter de cette occasion pour écarter Harris, même si elle est toujours là. Elle va se représenter en 28, à leur grand désarroi. Mais je pense que, du côté israélien, ils ont bien compris tout ça. Et ils savent qu'ils ont désormais le soutien de l'establishment politique américain. And that it's a question of time as to whether or not there are real serious impacts on American support for Israel of consequence, not just because remember, the United States is the place where 90% of Americans are in favor of some form of gun control, and anyone. Je ne dis pas ça pour énerver les partisans du deuxième amendement. Je soutiens le deuxième amendement, ne vous méprenez pas. Mais bon, disons, jusqu'à un certain point. Enfin, je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un pays où 90% de la population peuvent être pour ou contre quelque chose. Et ça ne change rien. Parce que si les lobbies le veulent, ils l'obtiennent. On vit dans un système de corruption légalisé. Et c'est là-dessus que les Israéliens comptent. Je pense que le besoin d'un troisième parti aux États-Unis grandit de jour en jour avec l'administration Trump. De plus en plus de gens s'expriment ouvertement contre l'establishment, peu importe qu'ils soient républicains ou démocrates. Et selon vous, en quoi le cas de Trump contribue-t-il à renforcer cette idée d'un troisième parti? Ah oui, absolument. Pour les indépendants et les républicains, sans aucun doute. Pour les démocrates, au contraire, ça ne fait que les ancrer encore plus dans leur parti. Mais chez les républicains et les indépendants, on voit clairement une volonté de dire « Vous savez quoi ? Trump n'était pas la solution. » Et certains vont même jusqu'à dire « Peut-être que si Trump n'avait pas fait partie du parti républicain, les choses se seraient mieux passées. » Vous voyez? Parce que d'une part, il lui trouve des excuses pour tout. Mais en même temps, il y a cette logique qui dit que tant qu'on reste à l'intérieur du système des partis, tant qu'on fait partie du duopole, n'est-ce pas? Tant que vous faites partie de ce système à deux partis, qui est en réalité un parti unique sur les grandes questions de guerre et de paix, de banque et de finances, de logement,
de santé, d'agriculture aussi, eh bien, vous regardez en fait le même parti, avec quelques différences, bien sûr. Mais je pense que beaucoup de gens se disent, si Trump n'a pas réussi à le faire, s'il en a été victime, tout comme beaucoup de démocrates ont regardé Obama et se sont dit, si ça s'est produit avec Obama, Obama est devenu le déporteur en chef, en expulsant 400 000 sans-papiers, en menant la guerre dans 7 pays différents, en poursuivant Julian Assange. Eh bien, si Barack Obama, le juriste constitutionnel, a pu faire ça, alors quel espoir reste-t-il? Ça montre simplement que le système des partis est corrompu. Je pense que c'est ça avec Trump. Beaucoup de ceux qui l'ont soutenu cherchent maintenant autre chose, parce qu'ils ne veulent pas rester dans le parti républicain, mais ils ne veulent pas non plus se retrouver avec Mike Johnson, Mitch McConnell ou John Thune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si Trump n'a pas réussi, c'est bien que le système est cassé. Voilà. Et du coup, on voit peut-être de plus en plus de gens se tourner vers une politique indépendante, vers des partis tiers. Le gros problème pour eux, évidemment, pour les indépendants et les petits partis, c'est l'argent. C'est la quantité d'argent en jeu. Regardez simplement le référendum qu'il y a eu hier en Virginie, où les électeurs votaient sur le redécoupage électoral de l'État, en gros, pour donner aux démocrates un avantage injuste dans tout l'État. Ce n'est pas de la démocratie. C'est juste une réaction à Trump. C'est de l'antidémocratie. Donc le Parti démocrate va maintenant contrôler la Virginie. 94 millions de dollars ont été dépensés pour ce référendum, non? Je veux dire, si vous avez une voix, un sujet, une cause qui n'a pas ce genre de soutien, si vous défendez quelque chose qui ne pourra pas lever 94 millions de dollars dans un seul État, quelle chance avez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est là que beaucoup d'Américains se heurtent à la réalité. Le système est truqué. Il est corrompu. Il est fait pour servir les donateurs et les intérêts particuliers. Et au mieux, il ne me concerne pas. Mais plus probablement, il me prend quelque chose. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup d'Américains voient le système aujourd'hui. La raison pour laquelle on observe des taux de participation aussi élevés, autour de 50-55%, à mon avis, c'est que les Américains restent attachés à cette idée du moindre mal. Dans leur esprit, dans leur façon de voir les choses, ils se disent, au moins, les républicains ne sont pas aussi mauvais que les démocrates, ou les démocrates ne sont pas aussi mauvais que les républicains. Et pour moi, c'est la seule explication au fait qu'il y ait encore une participation électorale aux États-Unis. Qu'on atteigne même 50 ou 55% de participation, c'est essentiellement à cause de ce vote du moindre mal, fondé sur la peur. Voilà, ce genre de logique. Matt, on a appris dans les médias qu'il y aurait des informations selon lesquelles la Maison-Blanche aurait prévenu Tulsi Gabbard qu'elle avait jusqu'aux élections de mi-mandat pour démissionner. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Jusqu'ici, on a vu Joe Kent partir, Pam Bondi quitter l'administration, Dan Bongino aussi, et maintenant on parle de Tulsi Gabbard. L'administration Trump fait face à des élections de mi-mandat qui, à mon avis, vont être difficiles pour eux. On va voir comment ça se passe. Comment tu vois la situation de l'administration Trump, avec toute cette agitation sur le plan de la politique étrangère, et en même temps, la manière dont elle gère les affaires intérieures? Je pense que Susie Wiles est en train de faire le ménage en ce moment, en essayant d'éliminer les éléments les plus toxiques de cette administration. Je veux dire, Noem était secrétaire à la sécurité intérieure. Non seulement elle était incroyablement incompétente, mais en plus, elle était profondément corrompue. Non seulement elle dirigeait la chaîne de commandement qui a mené les descentes terrorisantes d'ICE et d'autres agences fédérales dans des communautés américaines tout au long de l'année dernière,
ce qui a uni les Américains contre le gouvernement fédéral, mais elle était aussi d'une corruption incroyable. Elle attribuait des contrats à son mari. Elle a dépensé 200 millions de dollars pour une série de spots télévisés politiques qui, en gros, ne mettaient en avant qu'elle-même. Et puis vous avez vu aussi, la secrétaire au travail qui vient de démissionner. Elle aussi était corrompue. Elle faisait des voyages payés par l'État et elle couchait avec son garde du corps. Elle donnait des postes à ses amis. Donc elle est partie aussi. Tu avais déjà cité quelques noms tout à l'heure. Je pense qu'on assiste à un grand ménage, une tentative de remettre un peu d'ordre, de placer des gens à des postes où les choses peuvent vraiment avancer. Je crois aussi que tout ça est influencé par Donald Trump. Et donc, quand Susie Wiles a regardé l'audition de Pam Bondi devant le Congrès, surtout avec les victimes d'Epstein debout derrière elle, pendant que Bondi parlait du Dow Jones et se montrait vraiment lamentable, je suis sûr que Susie Wiles s'est dit « Elle doit partir. Elle n'aurait jamais dû être là. Il faut qu'elle s'en aille. » Elle aurait dû être écartée plus tôt, mais là, c'est fini. Et pendant ce temps, Donald Trump, lui, je pense qu'il voyait Bondi comme quelqu'un qui n'en faisait pas assez pour s'en prendre à ses ennemis. Apparemment, c'était ça, l'histoire derrière sa colère contre elle. Qu'elle ne poursuivait pas assez bien ses ennemis et qu'elle ne s'en prenait pas vraiment à... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'il y avait plusieurs choses là-dedans. Et puis avec Gabbard, tu sais, Gabbard est restée discrète. Elle a publié des messages sur Truth, sur X, pour soutenir l'administration. Mais elle est là, comme un grand panneau rouge qui dit « Voilà quelqu'un d'hypocrite ». Quelqu'un qui, à l'époque, avait raison de s'opposer, par exemple, à cette guerre en Iran avant d'accepter ce poste. Et c'est gênant, c'est problématique de la voir assise là, parce que les gens se posent des questions à son sujet. Donc, il faut la faire partir. Et puis en plus, maintenant, on peut mettre quelqu'un d'autre à sa place. Quelqu'un de plus loyal, quelqu'un en qui on a confiance, sur qui on peut compter, quelqu'un qu'on peut mettre devant les caméras. Je veux dire, c'est très inconfortable pour la Maison-Blanche d'avoir à expliquer, même si peu de journalistes américains posent la question, pourquoi la directrice du renseignement national n'est pas là? Où est-elle? Pourquoi elle ne participe pas à cette discussion? Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Vance a ses problèmes, mais il a prouvé qu'il était suffisamment loyal. Il est prêt à s'humilier, à se rabaisser, à faire tout ce qu'il faut pour rester dans les bonnes grâces du président. Et je pense que c'est pour cette raison que Gabbard doit partir. Vous savez, elle pose problème devant une caméra. Et Susie Wiles, à mon avis, essaie de remettre un peu d'ordre avant les élections de mi-mandat. Donc, pour ceux à qui elle a coupé la tête, on peut comprendre pourquoi. On verra bien, par la suite, par qui ils vont remplacer Gabbard. Et Gabbard, de son côté, elle pourrait dire que si elle tient jusqu'aux élections de mi-mandat, alors elle pourra dire qu'elle a passé 2 ans dans l'administration. Et après, elle aura sans doute un podcast ou une place sur Fox News ou peu importe où elle ira. Elle fera ses calculs. Elle essaiera de voir comment continuer à grimper les échelons politiques. Où ça l'amènera? Personne ne sait. Mais elle n'a aucun principe. Elle ne croit en rien. C'est un vrai caméléon politique. Alors, qui sait où elle finira? Peut-être au Parti vert ou quelque chose du genre. Qui sait? Oui, Donald Trump va se rendre en Chine. Il y sera le 15 mai. Et je dirais qu'il veut avoir une certaine marge de manœuvre, une forme d'équilibre, avant d'y aller. Et concernant le Moyen-Orient, comment voyez-vous la situation? Est-ce que c'est gérable pour lui avant son départ pour la Chine? Est-ce qu'il peut préparer ou faire quelque chose qui le placerait dans une position un peu meilleure qu'aujourd'hui?
Eh bien, je pense que la seule façon pour lui d'aller en Chine dans une meilleure position, c'est que le détroit d'Ormuz soit ouvert. C'est la seule condition. Et il ne peut pas y arriver par la voie militaire. Donc, il va devoir soit conclure un accord avec les Iraniens, ce que, je crois, on est tous d'accord pour dire qu'on ne voit pas vraiment arriver, soit simplement laisser le statu quo, laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sans en parler, ou se contenter de faire des déclarations à ce sujet. Personne ne pousse trop fort là-dessus. Oui, parce qu'à Washington, on pensait que les États-Unis auraient vaincu l'Iran, qu'ils auraient retiré un allié de l'échiquier chinois et que cela aurait humilié la Chine. Je pense que certains des esprits les plus idiots de Washington, et il y en a beaucoup, croyaient vraiment qu'un changement de régime en Iran provoquerait un déclin économique, des difficultés, voire une implosion en Chine. Rick Scott, le sénateur de Floride, en est convaincu. Lindsey Graham le pense aussi. Donc voilà, c'était cet état d'esprit. Les États-Unis allaient se tourner vers la Chine, Trump allait rencontrer Xi en position de force, après avoir éliminé l'allié de la Chine au Venezuela, puis fait la même chose en Iran. Et dans cette logique, Xi et les Chinois allaient se retrouver dans une situation où les Américains pourraient aussi leur dicter leurs conditions. Mais ce n'est clairement pas le cas. Et même si les détroits restaient fermés, cet avantage que les Américains pensent avoir avec ça, accordons-leur le bénéfice du doute. Admettons, juste pour le débat, que ce soit vrai. Eh bien, tout ça est complètement éclipsé par l'influence de la Chine sur les minerais critiques, les métaux essentiels, les aimants et tout le reste. En plus, l'économie américaine est faible. Sans cette guerre, elle était déjà en difficulté, avec de vrais problèmes. La peur d'une récession est bien là. L'inflation réapparaissait déjà avant le conflit. Donc on a un président américain qui se rend en Chine, pas en mendiant, mais certainement pas non plus, à mon avis, en position d'égale. C'est aussi un président qui, s'il est honnête et qui peut vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, doit bien reconnaître qu'à 2 reprises, nous avons échoué à vaincre les Houthis en mer Rouge, et qu'à 2 reprises aussi, nous avons échoué à vaincre l'Iran dans le Golfe Persique et dans la mer d'Arabie. Et toute notre relation avec la Chine, depuis environ 25 ou 30 ans, repose sur l'idée qu'ils vont attaquer Taïwan et que nous allons la défendre. Et on vient de montrer clairement qu'on en est incapable. Donc le président américain, s'il est honnête, devrait aborder les Chinois de cette manière-là, avec un peu d'humilité, un peu de prudence et une évaluation sincère des limites du pouvoir américain, mais aussi de la santé économique déclinante du pays, de son empire en déclin, en quelque sorte. Tout ça ensemble. J'aimerais que Donald Trump adopte cette approche-là, mais bien sûr, c'est pas ce qui va se passer. Je pense que le résultat de ce qui s'est passé jusqu'à présent, si on avait l'humilité de le comprendre, pourrait ouvrir une bonne voie pour que les États-Unis nouent de nouveaux partenariats. Ce serait, à mon avis, un grand pas pour n'importe quelle administration américaine. Je ne sais pas comment ça pourrait se produire. Je pense que c'est impossible avec l'administration Trump. Quelle est votre lecture de tout ça? Je parle de la Russie, de la Chine, de l'Iran. Ce sont des acteurs majeurs en ce moment. Vous savez, à Washington, il n'y a absolument aucun sentiment de ce genre. Du côté du Parti démocrate, la vision du monde reste essentiellement celle de Joe Biden, Tony Blinken et Jake Sullivan. Pour eux, il n'existe pas de monde multipolaire. Les États-Unis, les Européens, l'Occident restent dominants et il n'y a rien à changer. Il suffit de s'accrocher, de rester fidèle à nos idéaux et ainsi de suite. Voilà, en gros, la vision démocrate du monde. Chez les républicains, en revanche, du moins comme on l'a vu dans la stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche sous Trump, l'idée, c'est que nous vivons bel et bien dans un monde multipolaire et qu'il faut nous réaffirmer.
and we need to reestablish ourselves. But the idea of forming partnerships, though, of getting into Mais l'idée de former des partenariats, d'entrer dans une relation d'égal à égal, non, pas du tout. L'administration Trump, elle, disait plutôt « on va diriger l'hémisphère occidental d'une main de fer ». Ce sera notre base, et c'est là qu'on ira puiser nos ressources. Et à partir de cet hémisphère, on va reconstruire l'empire américain. C'est comme ça qu'on affrontera le monde et qu'on le dominera. Tu vois, Nima, il n'y a absolument personne à Washington qui ait une vraie légitimité politique, enfin, disons plutôt du pouvoir, et qui pense comme toi. Even if you saw the Democratic Party's progressives, how they went to Munich Security Conference back in February, was it? And particularly, say, Alexandria Ocasio-Cortez, and just how she fumbled and how she just embarrassed herself asking questions about trying to answer about international relations. But also, too, what you could make out from her was that she was just essentially repeating what she had been taught, what she had been told was the party line on all these things. What's the conventional wisdom in Democratic Party circles? What are the think tanks funded by the weapons industry, the tech industries, and the service companies? What do they think about foreign affairs? That's what we, the Democratic Qu'est-ce qu'ils pensent des affaires étrangères? Eh bien, c'est ce que nous, le Parti démocrate, pensons des affaires étrangères. Et on voit bien que c'est ce qu'Ocasio-Cortez, qui n'aurait jamais dû se retrouver dans cette position, elle ne parle pas de ces sujets-là, mais elle veut envisager une candidature pour 2028. Whitmer, Newsom et d'autres s'y rendent, donc elle a dû y aller aussi, et elle s'est ridiculisée. Maintenant, dans ces cercles-là, ils ne voient pas ça comme une humiliation. Ils disent qu'elle a peut-être trébuché sur ses mots, mais que le message, lui, était juste. Voilà. Donc elle parlait de choses qui, au fond, ne la rendent pas très différente d'Hillary Clinton. En tout cas, dans sa façon d'évaluer la nécessité d'une présence américaine dans le monde et de ce lien entre les États-Unis et l'OTAN. Vous voyez, tous ces euphémismes, tous ces mots qu'on utilise pour enjoliver l'empire américain, pour le présenter comme autre chose que ce qu'il est vraiment, un empire. Je veux dire, ces gens-là, si toi et moi, on va à Washington, à l'une de ces conférences, où Hillary Clinton parle, ou Jake Sullivan, ou Ocasio-Cortez, peu importe, et qu'on emploie le mot « empire », les gens vont nous regarder de travers. Ils vont nous huer hors de la salle, tu vois. Ou plutôt, c'est la façon dont on parlerait de toi, parce que c'est comme ça qu'on parle de moi, tu sais, ou de ces gens que tu invites dans ton émission. Mearsheimer, Wilkerson, Johnson, McGovern, tous ces gens-là. Pourquoi ils ne sont pas à Washington, en train de partager leur expérience avec ceux qui devraient l'entendre? Parce qu'on dit qu'ils ne sont pas sérieux. Voilà comment on les décrit. Tu n'es pas sérieux. Si tu utilises un mot comme empire, tu n'es pas sérieux. Et ce décalage, franchement, c'est hallucinant. Je me dis, mais je deviens fou ou quoi? On a 750 bases dans le monde, mais on ne serait pas un empire. Et c'est moi qu'on accuse de ne pas être sérieux. Voilà, c'est ça la réalité de Washington. Oui, bon point. Merci. Merci Mathieu d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Très bien, merci Nima.